Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux et persévérants pour cette dernière après-midi de 2 jours que j'espère ne pas être le seul à trouver passionnant. Nous allons plutôt passer à des domaines plus... moins scientifique, excuse-moi Gérard, c'est pas pour continuer, mais disons plus littéraire. Et je vais commencer par vous présenter notre jeune collègue Laurent Dubreuil, qui est professeur. Alors, il est à la fois professeur en littérature comparée, études romanes et sciences cognitives à l'université Cornell, mais il est aussi professeur international à l'université Tsinghua de Pékin pour les littératures et les cultures mondiales. Et il va nous parler aujourd'hui de penser, le poème, qui est tout à fait dans le prolongement de son dernier livre. Alors là, je suis un peu comme Bernard Pivot, où je vous donne, c'est Poetry and Mind, n'est-ce pas? Tractatus Poetico Philosophicus, qui est absolument passionnant. J'ai lu tout ce qui concernait le Japon déjà, et j'aurais presque envie que l'on parle de ça, mais vous allez entendre maintenant ce qu'il va nous dire de ce sujet, et je cède la parole à... Merci. On pense. Mais avec quoi et puis qui est-on? Humains, machines, animaux pensent différemment. Et les humains sont aussi des animaux qui sont peut-être à leur manière des machines, quoique cela reste à prouver, et que les ordinateurs dont nous disposons ne soient pas, ou pas encore, diraient certains, capables de penser comme nous le faisons. Mais dans tous les cas, existent des espaces mentaux où se tiennent variablement des êtres pensants. The mind, dans l'anglais de la philosophie et des sciences, en particulier des sciences cognitives, le latin mens, le grec nous, ce qui s'appelle assez malheureusement en français l'esprit, et qu'on pourrait préférer nommer le mental. Tout cela se déduit dans notre espèce de l'existence d'un système nerveux cérébral, mais pas exclusivement cérébral, puisque 6 en un corps. Les agents mentaux que nous sommes ne se limitent toutefois pas à être des têtes parlantes, ni même simplement à des corps séparés, car nous externalisons des contenus réflexifs en nous servant pour penser d'objets mémoriels, de papier, de crayons, de livres, d'ordinateurs, d'écrans et d'autres prothèses, qui forment une extension noétique. Au sein des sciences cognitives et de la philosophie plus analytique, on parle souvent de l'hypothèse extended mind. Nous pensons encore en groupe, d'une manière sans doute un peu différente assez souvent des autres sociétés animales ou des autres groupes animaux qu'on voyait ce matin. Et cette interactive distribution de l'activité mentale s'étend, pour ainsi dire, au-delà de chaque agent, comme en ce moment de colloque. Enfin, c'est ce qu'on espère du moins, que ça déborde. Donc les esprits communiquent et ils débordent sans évidemment que nous ayons besoin de recours au spiritisme. On pense donc, mais distinguons ensuite la pensée du penser, ce qui est ma première proposition ici. Le penser, dans mon vocabulaire, n'est pas seulement l'activité de pensée en train de se faire, par opposition à ce qui serait un dépôt, une inscriptible trace qu'on appellerait la pensée. Le mot masculin, on devrait plutôt dire neutre, du penser, je le reprends donc plutôt au poète, à Charles Baudelaire en particulier, mais pas seulement, pour indiquer la possibilité d'une bifurcation dans ce que font nos esprits et commencer par dire ceci, que le penser ne se réduit pas à la pensée et que le penser et la pensée n'ont pas forcément à être le même ou la même chose. Je propose, au moins pour aujourd'hui, de réserver les mots et les catégories de la cognition, que je redéfinis un peu, pour désigner l'idéal type d'opération mentale qui, faisant la pensée, peuvent être automatisées et produites selon des règles et des conformations communes. Alors si parfois les processus cognitifs échouent, ils tendent toujours vers un équilibre et ils sont relativement, on peut insister sur relativement, enfin relativement durables, stables, cohérents, transparents, selon le sens qu'on donne à transparent. Leur identification dépend de l'effacement, en particulier dans les procédures expérimentales et scientifiques, effacement du bruit noise, au sens des sciences de l'information, c'est-à-dire bruit statistique, par exemple, bruit individuel ou déclaré insignifiant. Et on appellerait en revanche intellection, qui est un vieux mot plutôt de la philosophie plotinienne, mais que je reprends dans un autre sens. On appellerait en revanche intellection la réalisation
la performance, pour parler anglais, ou la performation, pour parler un peu plus français, mais un peu plus jargon aussi, performance ou performation du pensée, forcément différentielle et variable, et a priori hors du commun donné, mais partageable, malgré tout. Si nos idées sont à la fois l'effet et le produit d'actes cognitifs, je crois qu'il est possible d'envisager un excès de la cognition au sens précédemment défini, et qui permettent fugacement autre chose. Cet excès ne peut qu'être contingent aux milieux matériaux qui rendent la cognition possible, ces milieux étant autant les synapses neurales que les sociétés organisées, ou bien sûr le langage, qui est quand même au cœur de notre préoccupation pendant ces 2 jours. L'excès de et par la cognition est souvent neutralisé par méthode du côté des sciences d'ailleurs, ou neutralisé pragmatiquement par la force de l'habitude ou la force du contexte, voire par la partielle reprogrammation de la langue en langage artificiel ou en langage mathématisé. Mais jamais cet excès ne s'évanouit complètement, et plus d'une fois, il donne forme à nos pensées. L'intellection émerge donc de l'excès et du défaut en même temps du cognitif, qui est lui-même une propriété émergente du mental. Et je vous donne ici un diagramme que j'ai fait tout récemment et qui, sans doute, rend les choses encore plus complexes. Mais voilà. Alors, l'intellection ouvre sur une potentielle traversée de nos idées outre les lignes propres à la cognition et à la computation. Elle se grandit de ce qu'on pourrait appeler la communication du non commun, car nous nous parlons, et malgré les intenses convergences entre les fonctionnements cérébraux humains ou non humains d'ailleurs pour partie, que démontre la neuroimagerie, nous ne sommes ni exactement du même, ni exactement les mêmes, et nous ne pensons pas non plus indépendamment du singulier, ni à son encontre. Alors, dans toute interaction mentale qui dépasserait l'attendu du monde escompté, nous pourrions avoir l'expérience d'un intellectuel échange, vraiment changement. L'introduction et la circulation de la parole dans la cognition animale, puisque nous sommes des animaux, favorise particulièrement la possibilité d'un pensée qui, dérivant et déraillant des structures cognitives, ne soit pas rien, car les mots qui s'assemblent sont aptes à signifier plus et moins que les intentions et les idées qui les portent. C'est aussi une différence, on a parlé de ça depuis hier, différence avec certains signes et concepts mathématiques. Car les mots sont adressés à qui s'en saisira et qui les comprendra différentiellement, ce que vous êtes tous et toutes en train de faire déjà ici. Alors certes, j'insiste sur une série de certes, nos routines cognitives sont garanties par des règles d'organisation morphosyntaxiques. Puis le langage verbal humain aussi dissémine le savoir et l'interrogation, il canalise, il renforce nos appétences logiques, il transmet, il configure les ordres sociaux. De plus, la référentialité du réel borde notre recours au langage, et nous pouvons nous entendre sans trop de mal, en tout cas à l'intérieur d'une langue, sur ce que les mots chien ou les mots marteau veulent dire, même si déjà vivre ou penser nous sont bien moins communs. Et d'ailleurs, si nous avions la possibilité de nous entendre aussi facilement sur marteau et chien d'un côté que sur langue et pensée, je pense qu'on ne ferait pas forcément le colloque qu'on fait aujourd'hui. En tout cas, on ne propose pas de colloque aujourd'hui sur chien et marteau. Admettons même, que nos mots créent des zones de convergence pour des idéations qui ordonnent nos flux de pensée. On sait que les déficits d'attention chez les humains vont souvent de pair avec des capacités verbales amoindries, ce n'est pas toujours systématique, mais ça arrive souvent. À l'inverse, ça sera un seul moment sur les singes, mais à l'inverse, les grands singes non humains qui furent langagés, si on veut employer ce néologisme, comme les chimpanzés et les bonobos que Sue Savage-Rumbaugh éduqua, et qui utilisent ou qui utilisaient des symboles spécifiques que vous voyez ici à l'écran, ces singes ont pu atteindre un niveau mental qui ne se confinait pas à la transmission des affects et qui modifiait, par l'introduction du symbolique, leur cognition aussi. En somme, et en effet, le langage organise notre pensée. On a parlé de cela aussi avec l'exposé de François Recanati ce matin. Mais pour ce faire, pour que cette organisation existe, il lui faut au langage être suffisamment granulaire, bruyant, ouvert, flexible, instable, de telle sorte que ces qualités permettent aussi le jeu propre à nos paroles et qui, si souvent, ce jeu nous précipite vers un espace intellectif et non plus seulement cognitif au sens plus strict que je donnais d'abord. Le langage verbal humain est donc à la fois opérant, il opère, sans quoi il n'y aurait pas de dialogue, il n'y aurait pas de traduction possible. Mais il est aussi opaque, en de multiples termes,
est particulièrement opaque en ceci qu'il n'est pas capable, sans passer par une formalisation totale, et encore on peut en douter, d'uniment transcrire sans reste quelque chose qui est de l'ordre du mental. Les disciplines et les règles de la pensée que porte à nos esprits le recours quasi constant au langage sont par paradoxe les adjuvants privilégiés d'un temporaire accès à un pensée qui continue par-delà les frontières de la rationalité ou de la computabilité, que nous devrons ramener sans doute ce pensée à de la pensée, mais qui s'en modifiera d'autant. Alors c'est par le pensée, thèse que j'appuie ici, que nous créons, c'est-à-dire la création de ce point de vue, et j'entends par création autant la création scientifique, artistique, philosophique, n'est pas le pur produit d'un ensemble d'essais et d'erreurs, ça c'est une approche trials and errors, ça existe. La création, on peut dire que c'est autre chose que ça, on peut dire aussi que la création est autre chose qu'une simple recombinaison de l'existant, et à ce titre, je marque une différence avec certaines des conceptions que défendait Turing sur la question de la capacité de mémoire de l'ordinateur qu'il pourrait créer s'il avait suffisamment de mémoire. C'est quelque chose de plus, et je voudrais utiliser le terme grec de poiesis, d'où vient poésie, qui veut dire aussi fabrication, pour parler spécialement des créations mentales qui, par le langage, se font intellectives. La poésie, c'est là que j'arrive vers la poésie petit à petit, est pour moi l'art verbal qui a charge d'extensivement explorer les potentialités de la poiesis qu'elle met intensivement en œuvre. Alors, comme le disait Paul Valéry dans ses lieux il y a presque 80 ans, toute poétique est une poétique, c'est-à-dire qu'elle fait, qu'elle crée, qu'elle fabrique. Et le poème, se créant et se créant, pense. La poésie, pour moi, n'est donc pas pré-verbale, pré-rationnelle, pré-logique, qui sont trois attributs qu'on lui colle souvent, ou accolle souvent. Je me situe ici à rebours d'une tradition critique dominante. Je pense que la poésie surgit au contraire de la régulation seconde de la pensée, certes, mais qu'elle la traverse. Dans le classique des documents, l'un des livres fondamentaux de la Chine ancienne, figure une anecdote sur un empereur légendaire qui aurait offert une qualification de la poésie en 3 mots seulement, qualification qui a été ultérieurement vouée à exercer une influence immense en Asie, qui a été reprise de nombreuses fois, on ne va pas entrer là-dedans. Cette définition est brève, elle est elliptique, elle est faussement simple, vous l'avez en haut en orangé et en dessous dans l'écran certaines traductions restantes de ces 3 mots. Donc, she yang zhi. Alors, on traduit souvent ou approximativement par la poésie exprime l'intention. Variation importante dans les versions françaises que j'ai ajoutées et les 2 versions anglaises. Donc le premier mot correspond à poème ou poésie, le deuxième un peu à dire, mot, etc. Et le troisième, qui est compliqué à traduire, intention. Mais moi, je vais plutôt essayer quelque chose d'un peu différent et commencer par une première traduction, je vais corriger tout de suite ensuite, et qui serait le poème dit ce qui vient à l'esprit. Alors, vous avez ici les termes qui apparaissent. Si vous regardez le sinogramme pour Yan, que vous avez ici de manière un peu archaïque dans sa version plus ancienne sur les oracles, vous reconnaissez en bas ce sinogramme qui correspond à Kou, la bouche. Alors, ce n'est pas forcément une bouche humaine, mais vous pouvez voir que sous forme pictogrammatique, il est possible que Yan corresponde à une levée de mots ou une levée de paroles de la part d'une bouche. Vous pouvez constater aussi que ce caractère se retrouve dans la composition de ce qui donne poème, poésie, et que pour ce qui marque l'esprit, ou intention, ou volition, ou idée, ou souhait, etc., nombreuses traductions, vous retrouvez Xin, qui est en chinois pour à la fois le cœur et l'esprit. Voilà. Et je est le terme un peu plus opaque. Il renvoie souvent à une intention, une volition, mais aussi une préoccupation, un contenu idéal, peut-être une obsession, et dans d'autres cas aussi, archive ou inscription. Alors, je est souvent traduit en anglais, par exemple, par a record, qui est à la fois le souvenir, l'inscription, l'archive, etc. Alors, on pourrait presque tenter, c'est ce que je vais exploiter par la suite, le poème met en parole ce qui marque l'esprit. Et j'ajoute que cette mise en parole ouvre en retour la chance, alors ça c'est plus le classique des documents, ça c'est moi, ouvre en retour la chance d'un autre marquage mental qui aille bien au-delà des idées d'échange d'informations ou même de translation affective.
Il ne s'agit pas de dire que toute intellection est poétique, ou ni même que la poésie ne soit que du pensée. Mais j'avance que l'expérience mentale de la poésie nous montre en acte comment, par les règles et les opérations de la pensée, routine cognitive, patterns, automatisation, grammaire, et aussi par ces règles et opérations de l'art, via les conventions, la métrique, le rapport à la tradition, etc., comment, par-delà ce système au moins double, des œuvres de langage nous transportent vers un régime noétique autre, qui ne se ramène pas au système de règles. Que l'intellectif requiert le cognitif situe assez qu'il est indispensable pour étudier l'expérience mentale poétique, mais littéraire, mais aussi de la création en général, de s'intéresser aux procédures, à la computation, à l'automatisation, qui, dans leur imperfection et leur exhaussement, préparent le nom commun, mais aussi, il y a les deux éléments de la même situation, mais aussi que ces derniers aspects de procédure, de computation, d'automatisation ne sauraient suffire à dire toute l'aventure du poème ou toute l'aventure artistique. Dans une lettre de 1624, le chevalier Marin, comme ça qu'on appelle en français classiquement Marino, chevalier Marin disait avec exactitude que dans la poésie, et je traduis ici comme je traduis les autres textes qu'on va voir par la suite, la vraie règle est de savoir enfreindre les règles en temps et lieu. L'italien est encore plus direct, parce que l'expression rompere le regole, c'est vraiment casser, rompre les règles, briser. Et j'ai été très frappé dans l'exposé de M. Bourguignon ce matin par la citation de Poincaré qui disait, si je l'ai bien noté, « Les exceptions sont pernicieuses car elles cachent les lois ». C'est la citation de Poincaré, j'adore ça. Donc moi je suis pour le pernicieux, auquel cas, si jamais vous en doutiez. Et c'est très logique pour un mathématicien de dire cela, mais le pernicieux, c'est-à-dire l'exceptionnel, c'est là que se trouve l'artistique ou le littéraire. En revanche, l'exception est par rapport à une loi, donc il faut un peu travailler sur ces aspects ensemble. C'est moi ce que je propose. Alors on pourrait répéter l'idée avec d'autres appareils conceptuels, mais je vais un peu laisser tomber, parce que sinon je crois que je vais manquer de temps. Donc j'essaie de montrer toutes ces questions-là, pour autant que je puisse, dans mon dernier ouvrage que montrait tout à l'heure Jean-Noël Robert, Poetry and Mind. Donc vous avez ici, c'est tout petit, donc vous ne pouvez pas vraiment voir, mais ce sont les 14 ou 15 critères que j'essaye de prendre pour déterminer ce qui permettrait ensuite de composer une analyse de l'expérience mentale du poème. Je crois que je n'ai pas 3 ou 5 heures aujourd'hui, donc je vais me restreindre à un certain nombre d'aspects beaucoup plus courts pour illustrer et introduire quelques cas, au-delà de cette introduction aux premières parties assez théoriques, quelques cas de l'extraordinaire poétique du mental. Et je vais me concentrer sur 3 usages différenciés du langage par rapport à la pensée dans le poème, ou aux pensées. Donc les considérations seront brèves, mais elles porteront d'abord sur l'élasticité sémantique du poème, puis j'essaierai d'évoquer certaines possibilités. Il y aurait beaucoup à faire là, et c'est vraiment un point de contact très important, je crois, avec les sciences cognitives. Certaines possibilités rythmiques du vers qui sourdent de la prosédie usuelle de l'oralité, et enfin je terminerai plus brièvement encore sur la mise en évidence par le fonctionnement textuel d'une irréductibilité langagière du pensée. Peut-être pas de la pensée, mais du pensée. Ma première observation évoquera la maximisation et la dynamisation de la sémantique par le poème. Le dispositif poétique, je crois, nous incite d'emblée, et par convention, et à travers de très très nombreuses langues, puisque dans Poetry and Mind, j'ai décidé de n'exclure a priori aucun corpus et aucune époque et aucune langue. Bon, a posteriori, je ne peux pas les inclure toutes, mais j'essaye de faire le plus possible. Et donc ça, c'est très très transculturel et transhistorique. Donc on entre dans un univers de sens maximal par le poème. Et le plus humble détail peut se faire désormais signifiant. Alors ça peut donner dans des corpus qui sont plus familiers à la plupart d'entre nous, par exemple la poésie anglaise et française du XIXe siècle, des artistes du tiret, si vous pensez à la poésie de Gérard de Nerval ou à celle de Emily Dickinson, qui est en permanence relancée par le tiret. Mais de manière plus générale, beaucoup plus générale, il est accordé au poème d'être un lieu où graphèmes et phonèmes se peuvent réorganiser, bien au-delà de ce qu'on fait d'habitude, et au profit d'un nouveau vouloir dire. Le champ de force sémantique de la poésie nous permet alors de devenir témoins d'un phénomène qui est habituellement hors cadre, si l'on peut dire, à savoir le processus de sémantisation, c'est-à-dire comment se peut conférer quelque sens à n'importe quoi. Et à cet égard, l'absence totale de sens qui a été tentée ici et là, on peut penser au XXe siècle,
au glossolalie d'Antonin Artaud ou à celle du poète québécois moins connu Claude Gauvreau. On peut penser aussi du côté du futurisme russe au Zaoum, qui, selon les traductions, est dit soit transrationnel, soit transmental. C'est la qualité du Zaoum. Si on pense à ces absences totales de sens, à ce qu'on croit d'habitude être des absences totales de sens en poésie, je crois qu'on est en fait face à autre chose qu'une carence sémantique. C'est plutôt que même ces expériences-là signifient le non-sens, en quoi elles s'inscrivent dans une maximisation de la sémantique par le poème. Il existe même des traditions poétiques qui sont moins étudiées, mais qui l'ont été un tout petit peu, particulièrement celles d'Océanie, qui reposent dans leur fonctionnement interne, de manière très normative, sur la mobilisation de mots empruntés à des langues défuntes, sur des archaïsmes qui sont à interpréter ou sur des néologismes saisissants, et pas forcément onomatopéiques. Et pourtant, on dit bien quelque chose, on ne dit pas juste le fait de dire. Dans la foulée du formalisme russe, le critique tchèque Jan Mukaržovský avait proposé à raison l'hypothèse que dans la poésie, il existe une dynamique sémantique différentielle, et il avait rattaché cet aspect à la psychologie. Les associations de mots, les inflexions du sens sont plus nombreuses et elles sont plus productives en poésie que dans des régimes autres du discours, en particulier les plus disciplinés ou disciplinaires. Des sens multistables sont mobilisés et nous oscillons entre différents attracteurs étranges sans devoir jamais savoir si et quand nous pouvons mettre fin à cette oscillation. Alors je vais parler tout de suite d'un texte qui est l'Ode chorale sur l'humanité dans l'Antigone de Sophocle, qui est une excellente illustration, mais qui est un texte très connu, mais souvent alourdi d'une glose qui atténue le choc des premiers mots du Stasimon, c'est comme ça qu'on appelle l'Ode chorale. Et ces premiers mots en grec sont, pour beaucoup d'entre vous c'est connu, pollata daina, qu'on peut traduire par « il est beaucoup de choses ». Alors ça, les choses, c'est le neutre pluriel qui est indiqué ici par le « a » final. Mais le problème, c'est que deinos, deinon, en l'occurrence ici deina, on peut traduire cet adjectif par effrayant, dangereux, merveilleux, ingénieux, splendide, dans certains cas, mais c'est plus rare, etc. Donc on a ici, d'entrée de jeu, un terme qui peut vraiment basculer, comme beaucoup de termes en grec, mais celui-ci est particulièrement lesté, peuvent basculer dans une négativité ou une positivité. Parmi les choses les plus dangereuses et les plus merveilleuses figure en superlatif l'être humain, qui est à la fois terrible et terrifique, ou formidable au sens ancien et plus commun du mot maintenant. Et le reste du chœur d'Antigone multiplie les mots qui sont associés au péril ou à l'ingéniosité, des mots qui sont au moins doubles aussi, y compris d'autres termes polyvalents. Alors, par exemple, vous avez ce fragment au vers 349 qui est en dessous, kratei de mekanais. Et kratei, c'est à la fois être fort, avoir de la force, sans connotation négative, mais aussi dominer, souvent dominer de manière un peu violente. Et mekanais, c'est à la fois la machine, mais aussi la ruse, voire la machination. Voilà. Et ces odes chorales sont généralement constituées de manière duelle. Je vais expliquer pourquoi c'est important dans quelques secondes. Donc on a une strophe à laquelle, le plus souvent, on a une strophe à laquelle répond une antistrophe, de même longueur et de même schéma métrique. Et un vers de la seconde antistrophe résume cette question d'ambivalence, mais le terme n'est pas bon, en disant, par exemple, que l'humanité tantôt s'avance vers le mal, tantôt vers le bien, du moins dans ma traduction. Alors toutes ces considérations sont ouvertes et elles sont tenues ensemble par un seul mot qui est le troisième mot, qui est Deina, dans l'Ode. Ce mot gouverne plus de 40 vers sans que ne s'offre aucune solution à la contradiction. C'est-à-dire que Sophocle maintient béante la bifurcation sémantique de Deina en exploitant la structure duelle qui est obligatoire de l'Ode chorale, où chaque antistrophe fait écho à une strophe, et en ayant recours à plusieurs reprises à des antithèses par parataxe, c'est-à-dire une sorte de juxtaposition, comme par exemple ces deux-là, que je traduis en accentuant un peu encore plus le choc. C'est-à-dire vous avez deux mots qui sont juste séparés par, en tout cas dans le texte alexandrin, par un point en haut, c'est-à-dire équivalent de deux points ou d'un point-virgule, mais qui sont émis à la suite, panto, poros, aporos, qu'on peut traduire par plein de ressources, sans ressources, donc vous n'avez rien entre les deux mots, ou hupsipolis, apolis, O dans la cité, OT de la cité, afin d'insister sur le paronyme. Si, à l'audition du texte,
nous en demeurons, alors si on entend le grec, mais même si on entend une bonne traduction en français, si nous demeurons à l'une des régions du spectre sémantique associé à Deina, c'est-à-dire l'aspect terrible ou l'aspect formidable, merveilleux. La phrase suivante va immédiatement requérir notre déplacement, et nous devons décrire alors un mouvement entre ces deux polarités. Et si on décide d'attribuer une structure négative ou une structure positive au terme, on fait erreur. Alors c'est une sorte de bistabilité qui, pour moi, est analogue à ce qui nous arrive quand notre perception visuelle considère le lapin-canard ou le canard-lapin, selon selon votre manière de le voir. Et ce canard-lapin était cher à Wittgenstein, mais ce n'est pas lui qui l'a inventé. Les termes d'ambiguïté ou d'indécidable ou d'indécidabilité ne conviendraient pas, à mon avis, pour ce qu'accomplit le texte de Sophocle à cet endroit-là, qui ni ne prend fait et cause pour la relativité, ni ne suspend la décision. Il est en fait question de présenter le mouvement même du sens, et l'idée derrière, c'est que c'est particulièrement humain, c'est pour ça que c'est dans l'Ode sur l'humanité. Deina a plusieurs sens, non pas en même temps, comme on dirait, il paraît qu'on le dit encore plus maintenant politiquement dans ce pays, mais Deina a plusieurs sens dans le même espace. Et le verbe erpo, que je traduisais plus haut par s'avancer, pourrait alors correspondre, ça c'est ma conjecture, au mouvement des membres du chœur sur scène qui généralement dansaient dans ces odes, et qui étaient généralement séparés en deux groupes, et qui auraient pu s'avancer alternativement vers la droite et vers la gauche. Et l'aspect souvent mimétique des danses tragiques, qui souvent miment l'action, soutient l'hypothèse en un sens, puis il faut rappeler que l'écriture boustrophédon, c'est-à-dire ce que vous faites, vous savez, avec le bœuf quand vous faites votre sillon, donc c'est ça que ça veut dire un boustrophédon, c'est un bœuf qui tourne. Donc ce mode d'écriture était encore pratiqué dans l'Athènes classique, donc c'est une structure matérielle très courante pour imaginer une sorte de déplacement, pourquoi pas du sens. Et tout cela nous permet de spatialiser une bistabilité verbale telle qu'elle marque les esprits. Alors le premier chœur d'Antigone accomplit une dynamique sémantique qui nous incite à passer outre la stabilité cognitive de la distribution des sens, si du moins nous souhaitons embrasser le dit en son ampleur au lieu d'en réduire par méthode l'empan. Alors j'insiste, dans la poésie, la mise en langage ne crée pas ex nihilo ses effets, mais elle mobilise, elle distord et elle déploie ce qui, gisant dans notre discours, est banalement minoré ou neutralisé. Alors je passe maintenant au deuxième point dans cette évocation-là, qui est la prosodie de l'oralité. Alors traditionnellement, on appelait prosodie en français et dans les langues européennes uniquement les questions de poésie. Maintenant, en linguistique, on s'intéresse par le terme prosodie à tout ce qui participe de l'interaction linguistique, mais qui n'est pas la morphosyntaxe ou la sémantique au sens plus strict, ou verbal en tout cas. On a montré en psychologie expérimentale ces dernières années que les nourrissons acquièrent très tôt, et de manière variable selon leur langue maternelle, des stratégies pour repérer les limites des mots dans les flux de parole. Le bébé humain est confronté à un flux de parole et il doit trouver où est le début, où est la fin des mots. Comment faire? Quelle stratégie a-t-on? Il semble qu'en français, le principe le plus courant de segmentation qui permette de repérer les mots se fonde sur les syllabes. Il semble qu'en allemand, les enfants prennent plutôt pour indice la répartition des accents, c'est-à-dire c'est l'accent qui me permet de délimiter les mots. Et en japonais, mais alors là je parle sous le contrôle de gens qui sont infiniment plus savants que moi, il se reporte, l'enfant japonais, sur les unités phonologiques de la quantité syllabique qui est subsyllabique, que sont les morai. Or, la métrique traditionnelle des trois langues, français, allemande et japonaise, c'est-à-dire la métrique qui sert à établir le vers, se trouve précisément être le décompte syllabique en français, la distribution accentuelle en allemand et le nombre de on ou de morai en japonais. Alors rien ne dit que la stratégie des locuteurs natifs dans l'apprentissage de la segmentation du flux verbal doivent obligatoirement conduire à l'édification d'une prosodie poétique en rapport. Il y a des exceptions sur lesquelles on peut revenir. Mais ces relations indiquent assez que les étais ordinaires du langage verbal humain et des langues, plus que le langage seulement, des langues, souvent ignorés, sont susceptibles d'être réagencés pour permettre la poésie. Ce sont des étais qui sont également musicaux et arithmétiques, ce qui recouvre, musique et arithmétique, des facultés mentales qui sont d'évolution biologique plus ancienne et que l'on trouve en dehors de Homo sapiens, comme on l'a rappelé plusieurs fois depuis le début du colloque.
Et les aspects numériques et mélodiques du langage qui, pensons-nous en tout cas, ne comptent d'habitude pas pour grand-chose ou ne résonnent guère, s'entendent soudain très fort dans l'art oratoire, mais a fortiori dans la poésie. Alors, petit exemple avec le français sur une question qui n'est pas si bien connue, au fond. En français, on a une métrique traditionnelle qui est syllabique, on compte le nombre de syllabes. Mais cette métrique syllabique, elle recèle, ou elle permet, à mon avis, une rythmique accentuelle, c'est-à-dire qu'on a des accents mineurs, majeurs. Beaucoup de gens sont contre cette description, mais oublions-les quelques secondes. Donc, c'est le rapport entre la métrique syllabique et la rythmique accentuelle qui fait naître donc un irrégulier, qui est la rythmique accentuelle, du régulier, qui est la norme syllabique. Alors, prenons un exemple très connu en France, qui est très souvent mécompris aussi, le rythme dominant de l'alexandrin chez Jean Racine. Alors, vous savez qu'il frappe souvent d'un accent majeur à la 6e et la dernière syllabe et d'un accent mineur à la 9e. Si vous scandez comme moi et que vous avez envie de faire ça, si vous avez envie de scander à la main ou à la voix les premiers vers, donc le vers 1 à 152 de la Phèdre de Jean Racine, vous pouvez trouver, du moins c'est ce que je trouve, que pour environ 60% des vers qui sont réalisés, vous avez bien un accent majeur en 6e et en 12e, un accent mineur en 9e, et puis un autre qui se promène, mais qui ne se promène pas partout. Alors, cette situation, c'est la source d'inspiration pour la rébarbative prononciation circonflexe de l'alexandrin que vous connaissez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ce qui vous hypnotise quand vous entendez ça pendant 1300 vers. Mais, alors ça, c'est une régulation. Cette régulation, qui nous rend sensibles à quelque chose de l'ordre du nombre et de la musique en français, et qu'on assourdit au quotidien, cette régulation, elle est développée afin d'amener l'inattendu, ou plutôt l'inentendu, par exemple dans les plaintes de fête, c'est-à-dire après le vers 152, qui, lorsqu'elle arrive, dès la 3e scène du premier acte, s'exprime totalement hors du schéma métrique qui vient pourtant d'être installé à fort coup puisqu'il faut parler par unité de 12 avec ses répartitions accentuelles, dans la parole des autres personnages. Alors c'est comme ça qu'on obtient, par exemple, ce vers qui est beaucoup plus imprévisible, ô haine de Vénus, ô fatale colère, où vous avez non seulement un accent majeur sur la première, mais aussi une multiplication des accents mineurs, ou alors, pour prendre deux vers très célèbres et très souvent charcutés, Ariane, ma sœur, de quel amour blessé vous mourûtes aux abords où vous fûtes laissés. Et bien sûr, là, si vous voulez être sensible à l'effet et au fait même du vers racinien, vous vous apercevez qu'en déplaçant les accents les plus importants sur mourûtes et fûtes, vous accentuez au sens strict la rime interne, ce qui va complètement à l'envers de ce qu'on attendrait. La prononciation circonflexe, vous mourûtes aux abords, où vous fûtes laissé, à mon avis, est complètement fausse. C'est pourtant celle qu'on trouve dans l'œuvre du linguiste Jean-Claude Milner ou parmi les émules métriciens russes du mathématicien Andrei Kolmogorov qui ont travaillé sur le rapport entre information et poésie. Mais ce que je propose ici, c'est que notre cerveau, s'il est soumis à l'influx textuel du vers de Racine, peut utiliser une sorte d'algorithme d'apprentissage, si on traduit ainsi learning algorithm, et par là devenir prédicteur, c'est-à-dire qu'il peut prédire et s'attendre à des choses, et il devra alors, dans l'anticipation des qualités rythmiques des vers suivants, constamment réviser son hypothèse précédente. Ça, c'est vrai, ça n'a pas été vraiment très bien démontré pour l'instant, mais je crois que c'est vrai. Mais il demeurera en plus des surprises, c'est-à-dire des manquements aux attentes mentales, comme dans les vers que je citais, qui ne sont pas prévisibles en tant que tels. Et la vertu esthétique de ces vers procède de l'étonnement au sein du régulier, et la fonction noétique de ces vers, c'est de nous inviter à dépasser le prévisible. Alors, je termine ces propos sur l'effraction poétique et langagière de l'intellection dans notre espace de pensée en citant le début et la fin d'un texte de l'écrivain américain Gertrude Stein, texte qui a d'abord été rédigé en 1911, qui a eu plusieurs titres, mais j'oublie ça, et qui généralement s'intitule « Galerie Lafayette ». C'est un poème en prose qui commence par ces mots que je traduis. Vous avez la version anglaise en haut. Je cite « Un, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup. Chacun d'entre eux est un. Chacun est un, il y en a beaucoup. Chacun est un. Il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. Chacun est un, il y en a beaucoup. » Fin de citation. Vous savez peut-être aussi que Gertrude Stein a été élève de William James, le philosophe et psychologue, et qu'elle a fondé aussi sa poétique sur sa compréhension de la théorie psychologique de l'époque.
Tout au long du texte, Stein déplie le rapport entre l'unicité et la multiplicité qu'elle discerne dans la foule de la clientèle des Galeries Lafayette, dans la profusion des objets manufacturés vendus par le grand magasin et par ses différentes galeries, ça c'est un pluriel. Elle répète ses propres répétitions, ce qui fait performance ou performation, de la multiple unité de chacun et chacune. On pourrait sans doute décrire, avec des capacités qui ne sont pas les miennes, avec un langage formel, certains des processus textuels qui sont ici à l'œuvre, si on prend tout le texte. Il y a des spécifications discursives, des branchements, des intégrations, des répétitions. Bon. Si on faisait cela, je crois qu'on obtiendrait un rendu de la machinerie cognitive du poème. Mais lorsque nous lisons les mots dans leur cours, il se passe, à mon avis, autre chose. Alors je vous donne ici la toute fin du poème. Alors, par un grand aveu de lâcheté de ma part, je n'ai pas traduit. Mais je vais quand même vous lire un peu le début. Il n'y a jamais de problème de vocabulaire en général dans Gertrude Stein, ni de problème très net de syntaxe. Le problème est différent. Donc je vous lis juste le début. Each one is one, and is that one, and is especially that one, and is that especial one, and is accustomed to being that one, is used to being that one, is quite used to being that one, is very well accustomed to be that one, is suddenly very well accustomed to be that especial one, is very well accustomed to be especially that one, is very well accustomed to be the one that one is being, etc. Bon. Alors quand nous lisons tout cela, nous nous perdons temporellement, nous nous égarons dans ce qui fut dit et va être dit, et ne savons plus exactement si chaque un est un ou s'il y en a beaucoup. Que le multiple soit l'un ou l'un multiple, c'est une vieille possibilité de la métaphysique, celle du genre que Rudolf Carnap, le fondateur de la philosophie analytique, voulait éliminer, mais qui, à en croire son article essentiel de 1931 sur cette élimination, pouvait n'être pas sans valeur dans la poésie, ce que beaucoup de suiveurs de Carnap ont oublié. En lisant Stein, je suis en train d'intégrer la possibilité d'une contradiction signifiante. Je puis aussi m'approprier cette manière qui devient un véhicule noétique pour atteindre ce qu'on pourrait appeler quelque chose qui est par-delà les limites de la pensée. Il importe alors que, contrairement à un certain catéchisme positiviste, ce que je pense soit extrêmement redevable à la fois à ce qui fait pièce à la seule mécanique cognitive du schéma dont j'ai parlé, mais aussi il soit redevable aux possibilités d'un idiome, et non pas seulement du langage en général, ou d'une grammaire qui serait réputée universelle. Car la réflexion que propose Gertrude Stein dans ce texte, mais dans plein d'autres textes aussi, dépend des particularités de l'anglais, où that est un pronom démonstratif, that one, et un relatif, the one that one is being, où one est ensemble un nombre, one, un pronom, the one that one, et un quasi-adjectif, is one, où la structure du présent progressif permet la phrase de conclusion que vous avez en bas, là, ici, et qui est each one is one being, the special one that one is being. On ne peut pas vraiment traduire. Émile Benveniste, qui a été cité hier et qui va être cité plus tard, je le sais, Émile Benveniste disait qu'avec le langage, je cite, « nous ne saisissons la pensée que déjà appropriée au cadre de la langue ». Fin de citation. Alors, plus qu'une expérience de pensée EE, le poème de Gertrude Stein est une expérience de pensée ER. Elle ne nous délivre pas des contenus spéculatifs, comme le fait une Gedanken Experiment, mais elle nous conduit à l'état d'une spéculation limite où s'altère jusqu'aux logiques de notre réflexion. Or, c'est dans l'exception ouverte par les règles de cette langue-ci que nous pouvons accéder à l'intellectif, à même le langage, à même la langue et plus loin. Le poème peut à ce titre signifier, outrepassant le cadre et les dimensions de la pensée ordinaire. Merci.